Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Entre l'arbre et l'écorce. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu particulier parce qu'on va pas juste parler du bois ou des arbres comme tels, mais on va vraiment parler de l'écosystème forestier dans toute la dynamique, que ce soit avec les animaux, les insectes et leur impact sur les arbres. Donc, on va retrouver en forêt Audrey-Anne Lorrain de l'ISFOR, donc de l'Université du Québec en Outaouais. Et on va aussi chercher, attention, des tiques. Restez avec nous! Donc moi, je suis étudiante au doctorat en 4e année à l'Université du Québec en Outaouais. Et il y a une particularité à l'UQO, c'est que l'Institut des sciences de la forêt tempérée, où est-ce que je travaille, n'est pas situé au campus principal, il est situé à Ripon, où est-ce qu'on est vraiment en proximité avec où est-ce qu'on travaille, la forêt. Et c'est un institut vraiment petit où est-ce que les professeurs et les étudiants interagissent beaucoup plus. Et donc, c'est vraiment un avantage au niveau des échanges. Donc, c'est un excellent milieu qui nous permet d'avoir beaucoup d'échanges et d'interactions. Et toi, en tant qu'étudiante au doctorat, j'imagine que tu as un projet de recherche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc moi, je travaille plus particulièrement au niveau des interactions entre espèces en écologie animale. Et donc, mon animal totem, c'est le cerf de Virginie. Je m'intéresse beaucoup à sa dynamique spatiale, donc tous les facteurs qui vont influencer où est-ce qu'il va se retrouver dans l'espace, comment il va utiliser son habitat. Et donc, je m'intéresse aux déterminants de cette utilisation-là, particulièrement, par exemple, l'épaisseur de neige, la disponibilité en nourriture, le risque de prédation. Et donc, si on s'intéresse particulièrement au risque de prédation, on sait que dans nos forêts, on a des canidés, que ce soit des coyotes, des hybrides avec le loup et coyote ou même des loups. Et donc, on sait que c'est un prédateur important pour le cerf qui peut influencer, oui, les densités de cerf en se faisant prédater, mais aussi le comportement du cerf. Face à un prédateur, le cerf va avoir peur, carrément, et il va avoir tendance à changer son comportement, puis regarder dans l'espace des choses qui peuvent lui indiquer qu'il y a un risque de se faire attaquer, par exemple. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir la visibilité pour son comportement de vigilance. Donc, on sait que le cerf a tendance à avoir les oreilles vraiment dans les airs, à surveiller autour de lui. Donc, s'il ne voit pas bien, c'est un risque pour lui. Il peut avoir aussi l'idée qu'il veut éviter des endroits complètement qui sont utilisés par le coyote ou les autres canidés, ou il peut avoir carrément des endroits où il veut favoriser de pouvoir s'enfuir rapidement. Donc, tous ces facteurs-là, moi, je les mets ensemble, je les mélange, puis j'essaie de comprendre c'est quoi, en fait, qui influence où est-ce que le cerf va se retrouver dans l'espace. Et toute cette dynamique-là me permet de voir si on peut prédire à partir de ça où est-ce qu'on va avoir de la régénération forestière ou des problèmes de régénération forestière, parce qu'on sait que le cerf est un brouteur national de notre fameuse régénération. Donc, est-ce que toute cette dynamique-là qui influence le cerf peut prédire où est-ce qu'on va avoir ces problèmes-là de régénération? Et on sait aussi que notre cerf, c'est l'hôte principal de la tique à pattes noires, qui est responsable, entre autres, de la maladie de Lyme. Et en étant l'hôte principal, il y a peut-être un lien avec où est-ce que la tique va se retrouver dans l'espace et cette fameuse dynamique-là du cerf. Donc là, tu nous parles de la dynamique vraiment entre les animaux et la forêt pour nous mener ensuite à la tique. Mais en parlant de la tique, justement, c'est quoi ses origines? Elle vient de où? Donc, difficile un peu de dire exactement d'où est-ce qu'elle vient en Amérique. C'est sûr qu'on connaît le fameux mot Lyme, maladie de Lyme, etc. C'est de là qu'on a premièrement détecté cette fameuse maladie, mais la tique elle-même existe depuis plus longtemps que ça. Et au Québec, en fait, elle vient du sud carrément. Donc, elle monte tranquillement vers le nord avec les changements climatiques, avec les réchauffements, avec des conditions qui sont de plus en plus favorables pour elle. Et donc, depuis les 10-15 dernières années environ, on assiste vraiment à une augmentation dans nos forêts de la présence de tiques. Et donc, la tique, c'est quoi son impact sur l'écosystème forestier? Donc, on s'entend, la tique, c'est un parasite, vraiment. On a aussi un terme important qu'on peut présenter, c'est le côté vecteur. Donc,
quand on parle d'un vecteur, c'est vraiment un animal porteur de maladie. Donc, c'est là qu'on va dire que la tique est vecteur de la maladie de Lyme, qui est vecteur de d'autres maladies aussi qui sont de plus en plus connues au Québec. Et par contre, en termes de parasites, c'est parce que dans son cycle de vie, elle va devoir prendre des repas de sang carrément sur les différents hôtes des animaux. Et dans ce contexte-là, c'est sûr qu'un parasitage d'un animal, ça peut causer des désavantages pour l'animal lui-même, surtout s'il y a plusieurs tiques en même temps qui infectent le même animal. Donc, ce côté-là est quand même assez important. Par contre, la plupart des animaux ne sont pas nécessairement affectés par les maladies qu'ils vont porter, comme nous, on peut être par la maladie de Lyme. Je vous donne un exemple, le cerf n'est pas un bon porteur de la bactérie responsable. Donc, ça va être plutôt un animal qui va être affecté par le fait d'être parasité, mais pas nécessairement par toutes les maladies qui peuvent être associées à cet animal-là. Et pour faire ton projet de recherche par rapport aux tiques et à tout l'écosystème forestier, c'est quoi tes outils de recherche? Comment tu fais ton travail? Bien, c'est certain qu'en tant qu'écologiste en animal, j'aimerais beaucoup attraper des cerfs, attraper des coyotes, mettre des colliers GPS, mais c'est assez difficile, c'est assez coûteux, puis je pense pas que c'est tous les projets, toutes les universités qui ont ces moyens-là. Et donc, une des meilleures manières en ce moment qui est utilisée puis qui est de plus en plus populaire, c'est de mettre des caméras de chasse. Et donc, j'ai des réseaux de caméras qui ont été mis dans différentes forêts. J'ai travaillé en Estrie, dans des terres privées aménagées, donc pour des coupes forestières avec Domtar. Et j'avais un réseau de 90 caméras dans l'espace. Et j'ai fait la même chose aussi au parc La Gatineau. J'avais 70 caméras sur place. Donc, c'est vraiment un réseau de caméras que j'étends dans mes forêts. Et le fait d'avoir plus de photos de cerfs ou de coyotes ou d'autres animaux, ça me permet de dire, OK, si j'ai plus de photos, ils utilisent plus l'espace. Donc, c'est comme une façon indirecte de dire, OK, cet endroit-là est plus utilisé. Et est-ce que c'est associé à des problèmes de régénération? Est-ce que c'est associé à la tique? Donc, les caméras, très utiles. Ça me donne des centaines de milliers de photos. Donc, j'ai des beaux backgrounds d'ordinateur. Puis, ça me permet d'avoir énormément d'informations, même plus que qu'est-ce que j'ai réellement besoin pour mon projet. Et donc, il y a des centaines de projets supplémentaires qu'on peut faire par rapport à ça. Et pour les autres données que je ramasse, bien, c'est sûr que je vais faire du comptage de tiges d'arbres pour déterminer est-ce qu'ils sont broutés, est-ce qu'ils sont disponibles à être mangés pour le cerf. Donc, j'ai passé des printemps complets à compter des tiges par terre d'arbres. Et pour les tiques, la manière que ça fonctionne, je ne cherche pas par terre en dessous des feuilles ou sur les arbres s'il y a des tiques. Je ne me roule pas dans les feuilles non plus pour en attraper. J'ai des rouleaux de flanelle blanche. Donc, c'est un carré de 1 mètre par 1 mètre qu'on va traîner au sol. Et les tiques ont tendance à essayer de s'accrocher aux poils, aux tissus, etc. Donc, en traînant ça au sol sur une certaine surface, on est capable de trouver des tiques carrément au sol. Et donc, je vais pouvoir vous montrer ça en forêt. Donc, on s'en va à la recherche de tiques. Saviez-vous que les plantes carnivores peuplent nos milieux humides au Québec? Quoi? Des plantes carnivores chez nous? C'est souvent une des premières pensées qui passe par la tête des gens qui apprennent la présence de plantes carnivores à notre latitude. De manière générale, les plantes se nourrissent du sucre qu'elles obtiennent en effectuant de la photosynthèse. Pour ce faire, elles doivent avoir accès à un bon nombre de minéraux présents dans le sol. Les plantes carnivores, quant à elles, ont développé une alternative pour se nourrir étant donné la nature extrêmement pauvre en éléments nutritifs des sites qu'elles ont choisis pour élire domicile. Elles récupèrent les éléments nutritifs provenant des insectes. Au Québec, on retrouve une quinzaine de plantes carnivores. Elles se nourrissent d'insectes, de petits organismes vivants, et la plupart d'entre elles vivent dans les milieux aquatiques ou tourbeux. Nos 15 espèces appartiennent à 4 genres différents. Les utriculaires, les drosera, les pingula et la sarracénie. Chacun de ces genres a une stratégie bien à elle pour se nourrir. Parmi les utriculaires, seulement l'utriculaire cornu est terrestre. Les 7 autres espèces sont strictement aquatiques. Elles peuplent généralement les eaux peu profondes et stagnantes ou même les marécages, puisque l'eau est essentielle pour attraper leur proie. Leur carnivorisme passe plus souvent qu'autrement inaperçu aux yeux des botanistes amateurs, dû à la petite taille du piège qu'elles utilisent.
Et le tout se passe sous l'eau à une vitesse folle. Le piège porte le nom d'utricule, une sorte de petit sac mesurant rarement plus de 3 mm de diamètre. Les proies sont donc rarement plus grosses qu'une larve de moustique. Le fonctionnement de l'utricule est vraiment ce qui rend ces plantes extraordinaires. Un mécanisme est déclenché lorsque le moindre petit mouvement est détecté par les fils. Lorsque déclenché, l'utricule aspire sa proie avec une succion impressionnante à la vitesse de 1/460e de seconde. Cette succion est produite grâce à un système ressemblant à une pipette. La proie, maintenant prisonnière de l'utricule, sera digérée par des enzymes, puis la substance nutritive qui en résulte sera absorbée par la plante. Les Drosera sont sans doute l'un des types de plantes carnivores les plus souvent observés au Québec. Son apparence est très singulière. Une petite rosette de feuilles en forme de spatule recouverte de poils rouge vif sur lesquels un liquide gluant scintille au soleil. Sa couleur rouge vif et le liquide attireraient l'attention des insectes qui, une fois posés sur la feuille, se retrouvent en contact avec un mucilage collant, une espèce de colle. En essayant de se libérer, la proie active les poils en périphérie qui se contractent avec le centre de la feuille. Ce faisant, la proie se retrouve en contact avec encore plus de poils et encore plus de mucilage, l'emprisonnant encore plus. Le processus de digestion commence alors et dure environ 3 jours. Une fois les nutriments absorbés par la feuille, elle se déplie et laisse les parties non digérées de l'insecte partir au vent. Chaque feuille peut servir à digérer une moyenne de 3 proies avant d'être remplacée par une autre. Les pinghilas, ou mieux connus sous le nom de grassettes, sont des plantes munies de feuilles sans tiges réunies en rosettes. Leur nom commun leur vient de l'aspect gras de leurs feuilles. Ceci est dû à la présence de mucilage collant à la surface de la feuille. 2 types de glandes recouvrent la feuille. La première est responsable de la sécrétion du mucilage luisant au soleil. Celui-ci sert principalement à engluer la proie et à le retenir. La seconde est responsable de la digestion. Comme chez les Drosera, les bords de la feuille ont une capacité à se refermer pour digérer plus facilement la proie. Le mécanisme d'ouverture et de fermeture de la feuille prend minimalement 2 jours. La Sarracenie est une des plantes les plus impressionnantes de notre flore. Avec ses feuilles en forme de vase, ses couleurs variant du jaune au pourpre et sa fleur s'élevant remarquablement au-dessus des feuilles, cette plante est tout simplement magnifique et semble venue d'une autre époque. Les insectes sont tout d'abord attirés par la couleur de la plante et de la feuille, puis par le nectar qu'elle contient. Les insectes qui restent à l'extérieur ne courent aucun risque, mais gare à celui qui s'aventurera. Ceux qui pénètrent dans le vase sont bien mal pris, puisque l'intérieur des feuilles est parsemé de pièges spécialement conçus pour les attraper. À l'entrée du vase, la surface interne de la feuille est couverte de glandes nectarifères et de poils raides pointant vers le bas, ce qui rend le retour en arrière très difficile. Ensuite, une zone d'environ 1 cm est imbibée de nectar, ce qui rend la surface très glissante. Un peu plus bas, des poils raides tirent vers le bas, empêchant toute remontée. Étant donné que le vase n'est pas muni d'un opercule, c'est-à-dire un couvercle, l'eau de pluie y tombe librement et s'y accumule. C'est au moment où l'insecte entre en contact avec l'eau que la digestion commence. Des glandes sécrètent des enzymes digestives qui coulent au fond, se mélangent avec l'eau de pluie et l'activité microbienne s'amorce. Les nutriments sont ensuite absorbés directement par une partie de la feuille prévue à cet effet. L'observation de plantes carnivores est facilement réalisable, du moins pour quelques espèces. Mais faites-y attention, car le milieu et les plantes sont très fragiles. Que ce soit pour le piétinement, soyez vigilants si vous partez à leur recherche. De plus, les tourbières qui les abritent peuvent être un endroit précaire pour s'aventurer. Soyez prudents, le sol est parfois moins stable qu'il n'y paraît. Bonne observation! Mais là, dans le fond, comment que ça fonctionne, la cartographie des territoires de la tique? Comment qu'elle se déplace? Comment on le sait, elle est rendue où?
Oui, donc en fin de compte, les différentes provinces au Canada, ils ont fait des programmes de surveillance active. Donc, ils vont chercher activement des tiques sur le territoire. Et ils ont divisé la province en régions, nos fameuses régions qu'on connaît déjà. Et à chaque année, ils vont aller échantillonner différentes municipalités dans les sentiers qui sont utilisés par le public. Et donc, ils vont échantillonner le bord du sentier. Ils vont aussi échantillonner dans la forêt à une trentaine de mètres intérieurs. Et on va trouver en fin de compte la présence de tiques sur place, que ce soit le stade de la tique, donc larve, nymphe, adulte. Et ils sont tous envoyés après ça en laboratoire pour tester s'ils sont infectés ou pas de la maladie de Lyme. Et donc, toutes ces analyses-là sont faites, puis après ça, ils montent des fameuses cartes de risque pour dire est-ce que c'est un endroit où est-ce que la tique est présente, où est-ce que la maladie est très présente ou pas, etc. Puis c'est comme ça qu'on a nos informations après. Et en ce moment, on est rendu où dans la cartographie? En ce moment, tout le sud est très rouge, je dirais. Et ça monte tranquillement. Je dirais, en Outaouais, par exemple, Gatineau a été mis endémique en 2022, si je me rappelle bien. Et depuis, ça continue à monter tranquillement vers le nord. Donc, quand même, ça monte assez rapidement. On s'attend que d'ici 2030, je pense, ou dans une dizaine d'années, presque toutes les zones très peuplées du Québec soient très occupées par la tique. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'on déroule notre fameux carré de flanelle. Et donc, c'est vraiment un carré d'1 mètre par 1 mètre de tissu. On s'entend, c'est pas nécessairement obligé d'être blanc, mais on voit beaucoup mieux quand on cherche quelque chose sur du blanc. Et on va l'étendre au sol le plus droit possible. C'est mieux fait que moi. Et le but, en fin de compte, c'est de le traîner sur un nombre de mètres particulier, habituellement autour de 25 mètres, et de regarder à chaque 25 mètres si on trouve des tiques. Donc, on va regarder des deux côtés, parce que même si on a fait traîner un seul, ça peut tomber par-dessus. Et quand on les trouve, on les met dans des petits pots, on les met dans nos trucs. J'ai pas de petits pots avec moi, mais si on en trouve, ça peut être amusant. Il y a juste des pic-pics. Puis, en général, en fin de compte, pour mon projet, je faisais 250 mètres carrés de surface. Okay. Donc, c'est sûr que dans un endroit où on ne s'attend pas nécessairement en avoir une grosse quantité, on doit faire plus de surface pour essayer d'en trouver. Pour tout ce qui est la surveillance de la maladie, on fait 200 mètres de sentier. Donc, quand même 200 mètres à l'intérieur de la forêt et sur le sentier, donc 400 mètres carrés de surface couverte. Donc, c'est sûr que je ne m'attends pas qu'en 25 mètres ou fois 250 mètres carrés, on ait trouvé beaucoup de choses ici, mais c'est ça, puis on continue sur les quantités qu'on veut chercher, puis on ramasse les tiques qu'on trouve. Mais c'est pas chaud aujourd'hui non plus quand même. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a nos mains un peu rouges, le nez un petit peu rouge. Il fait un peu plus que 4 degrés. Ils sont actifs à ce moment-là. En bas de 4 degrés, ils vont tomber un peu en dormance. Ils sont en attente d'une meilleure condition extérieure. Mais en haut de ça, dans une journée comme aujourd'hui, que ça peut monter jusqu'à 10 degrés environ, on peut s'attendre à en trouver. C'est juste qu'ils sont peut-être un peu plus ralentis en ce moment avec la température, tu as raison. Bon, on n'aura peut-être pas trouvé de tiques aujourd'hui, mais maintenant, on sait comment les trouver. Habillez-vous en blanc, roulez-vous par terre. Bonjour, aujourd'hui pour l'arbre de la semaine, je vous présente, pour faire changement, un arbuste. Je vous présente cette semaine le noisetier à long bec. C'est un arbuste buissonnant qui peut atteindre, dans un milieu optimal, 6 mètres de haut. C'est un arbuste qui a la capacité de se cloner pour rajeunir ses tiges. Vous ne verrez jamais des grosses tiges, grosses comme le pouce, c'est pas mal la grosseur maximale que ça peut atteindre. Le noisetier à long bec, c'est un arbre qui est adoré dans le monde entier.
Pour ces noisettes savoureuses ou ces avelines, c'est un arbre qui peut produire des grandes quantités de noisettes à chaque année. Par contre, la faune aussi veut profiter de ces denrées. Les écureuils, les oiseaux vont vraiment vous faire grosse compétition, donc je vous suggère de mettre un filet. Même encore là, d'avoir peut-être des effaroucheurs pour effrayer les petits mammifères, les rongeurs qui voudraient aller faire des réserves. Si jamais vous voulez faire des réserves de noisettes à long bec, je vous suggère de porter des gants lors de la cueillette. Faites pas comme moi, la première fois que j'ai cueilli une grosse quantité de noisettes, j'avais pas mis de gants et je m'en ai aperçu, ça n'a pas été long, qu'elles sont recouvertes, l'enveloppe qui recouvre la noisette est recouverte de petits poils qui se détachent et qui rentrent dans vos mains. Puis par la suite, bien, ça se met à brûler. Fait que je vous conseille fortement de mettre des gants. Le noisetier à long bec, c'est un des arbustes qui fleurit très tôt au printemps, parmi les premiers. C'est très facile de manquer sa floraison. Les fleurs femelles sont très minuscules, seulement quelques poils mauves qui sortent d'un bourgeon, et c'est ça la floraison. C'est très facile à manquer, mais parfois elles vont fleurir quand il reste un petit peu de neige au sol si les journées sont assez chaudes. Pour reconnaître le noisetier à long bec, vous allez voir, c'est un petit arbuste à feuilles alternes. Les feuilles sont doublement dentées, donc ont des petites dents, puis une grosse dent. Une petite dent et des grosses dents. L'écorce du noisetier à long bec est facilement reconnaissable, beige, brun pâle, avec des vergetures très vergetées. Par contre, l'écorce est relativement lisse, il n'est pas crevassé. Ce n'est pas des vergetures qui sont vraiment crevassées, c'est juste un dégradé de couleur. La recherche de tiques était définitivement très intéressante, mais là, on va reprendre notre entrevue et je pense qu'une des questions que les gens vont beaucoup se demander, c'est est-ce que le cerf, c'est une espèce à protéger ou non? Oui, j'entends souvent ça quand je parle de mon projet avec des gens, de dire « Ah oui, c'est important ce que tu fais, on doit protéger nos cerfs, c'est tellement une belle espèce, etc. etc. » Puis je suis complètement d'accord, j'ai des belles photos de cerfs, sont cute, mais je pense que tout le monde a déjà vu un cerf, que ce soit même dans son quartier ou dans sa cour ou en allant se promener en forêt. Puis la raison qu'on en voit autant, c'est parce qu'il y en a partout. Il y en a énormément et il y a même certains endroits qu'on va considérer que c'est une espèce envahissante, donc une espèce qui est en train d'envahir la place. Et une des raisons à ça, c'est qu'on a gardé des énormes quantités de cerfs pour, entre autres, la chasse. Mais ça entraîne d'autres problèmes, en fait. D'avoir des énormes quantités comme ça dans nos forêts, ça peut entraîner des problèmes au niveau, justement, de la régénération forestière. Ça peut entraîner des sorties de forêt, donc on va en avoir sur nos routes, on va en avoir dans nos quartiers, ce qui n'est pas nécessairement supposé, mais il y a trop de cerfs. Donc, c'est un autre problème qu'on crée en faisant ce genre d'intervention-là. J'aimerais revenir sur le fait que tu as dit que ça peut causer des problèmes de régénération forestière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc en fait, au moment que toutes nos feuilles tombent dans nos forêts et que toutes nos plantes meurent à l'automne, on a quand même des cerfs qui ont besoin de se nourrir et la seule option qu'ils ont, donc fin d'automne, hiver, début de printemps, c'est de manger les bourgeons des tiges d'arbres. C'est la seule nourriture qu'ils ont de disponible dans ces moments-là. Et si on a des grandes quantités de cerfs, si on a des endroits comme les ravages qui vont se retrouver en hiver, bien, c'est des endroits où est-ce que toute la régénération peut se faire complètement manger à cause de ces cerfs-là. Et est-ce qu'il y a des espèces d'arbres qui sont plus touchées que d'autres? C'est sûr que le cerf va peut-être avoir certaines préférences ou peut-être c'est comme un peu son popcorn des fois, on peut dire, mais moi, je travaille pas tant sur le côté préférence ou choix de régénération pour le cerf. Par contre, je sais qu'en forêt, en ce moment, on a certains arbres qui ont des difficultés au niveau de la régénération forestière. Donc, on parle entre autres de l'érable à sucre, qui est une des espèces très surveillées en ce moment dans nos forêts, parce que si les arbres adultes tombent, c'est peut-être pas des érables à sucre qui vont repousser. Donc, à surveiller. Et c'est quand même une espèce très appréciée par le cerf. L'érable et son
son petit M&M en fin de compte. C'est son petit popcorn à l'érable. Son petit popcorn à l'érable. Il n'y a personne qui peut refuser ça. Au final, on va le comprendre, mais c'est pas bon pour nos forêts. Et là, on revient un petit peu plus loin par rapport au cerf et la maladie de Lyme. Les deux ensemble, est-ce que le cerf peut transmettre la maladie? Oui, c'est un des fameux mythes que les gens peuvent avoir de dire, ben là, si la tique est liée au cerf, est-ce que si je m'approche d'un cerf ou est-ce que si je vais en forêt où il y a des cerfs, je vais avoir la maladie de Lyme? C'est pas vrai. Le cerf ne peut pas transmettre la maladie de Lyme. C'est en fait même pas un bon porteur de la bactérie responsable. Lui, il est vraiment associé au cycle de vie de la tique. Et donc, quand j'ai dit plutôt que c'était l'hôte principal, la raison qu'on appelle ça comme ça, c'est parce que dans le cycle de vie de la tique, il y a les phases de larve, les phases de nymphe, qui est un peu l'adolescent tique, puis la phase adulte. Et chacune des phases doit être associée à un hôte. Et à la phase adulte, l'hôte, c'est le cerf. Et il a besoin absolument de faire un repas sur un cerf pour pouvoir se reproduire ensuite. Donc, le cerf n'est pas associé à la transmission de maladies, mais est associé à la reproduction de la tique. Et donc, tout le cycle de vie de cet animal-là. Et mais on n'a pas à avoir peur d'attraper une maladie par le cerf, ou en tout cas pas celle-là, je dirais. Pas la maladie de Lyme. C'est quoi tes conseils pour les gens qui se promènent en forêt, qui passent leur journée en forêt, que ce soit le public qui fait des randonnées ou les propriétaires forestiers, les animaux, peu importe. C'est quoi tes conseils de prévention? Une des premières choses, je pense, c'est de ne pas oublier. On en a. Il y en a partout. Puis c'est pas parce que c'est pas une région qu'on dit à risque qu'il n'y en a pas. Donc, dans ce contexte-là, on n'oublie pas. On est en forêt, il y a des tiques. On est mieux de l'assumer que d'oublier qu'il y en a, puis de se rendre compte 6 jours après qu'on en a une immense sur nous, puis c'est trop tard en fin de compte. Bien, donc, on n'oublie pas. Et après chaque sortie, on découvre notre corps, on se surveille, on regarde s'il y en a sur nous, puis on les enlève à ce moment-là super rapidement. Et après ça, on fait les interventions en conséquence. Donc, on peut contacter notre professionnel de santé, aller voir un pharmacien. Il y a tout un service autour de ça. Il y a des liens en ligne aussi par rapport à ça pour nous aider. Et donc, ça, c'est une des premières choses. On se surveille, on a conscience de la présence de la tique. Autre chose, en forêt, on s'habille en conséquence. Donc, on ne va pas en petites sandales, en short, en plein dans le bois. C'est sûr que les sentiers, c'est beaucoup plus sécuritaire, mais si on va en forêt, on s'habille en conséquence. On a des pantalons longs, on essaie de mettre nos bas par-dessus nos pantalons, on met notre chandail dans notre pantalon si on peut. Tout ça, c'est des manières d'éviter que la tique ait accès à notre peau, en fin de compte, et de pouvoir peut-être le détecter sur nous quand elle monte carrément sur nous. Donc, on prévient de cette manière-là. Merci Audrey-Anne pour toutes les informations que tu nous as partagées aujourd'hui et pour la recherche de tiques également. Donc, ça a été un épisode avec beaucoup d'informations. On espère que vous avez trouvé ça vraiment intéressant, mais aussi extrêmement pertinent. Donc, l'important à se rappeler, c'est que quand on va en forêt, on se couvre du mieux qu'on peut et ensuite, en revenant de la forêt, on se découvre. Et si jamais vous avez besoin de chercher des informations supplémentaires, faites-le avec des sources qui vont être fiables et au besoin, contactez votre professionnel de la santé. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Donc, c'est la fin pour cet épisode un petit peu spécial. Je vous ai emmené avec moi à la recherche de tiques. La recherche n'a pas été fructueuse, mais aujourd'hui, on sait comment que ça se fait et comment on doit s'habiller pour aller en forêt. Il faut être attentif. Donc, quand on va se promener en forêt, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, si vous êtes curieux sur notre mission Table Forêt Laurentide, consultez nos réseaux sociaux ou même notre site Internet. On transfère de l'information sur la forêt. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode.